bonsoir et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous décrypter un tout petit peu. Voilà, on va pas rentrer trop dans les détails concernant le scénario, peut-être parce qu'il y a certains d'entre vous qui vont voir cette vidéo qui n'ont pas joué au jeu, et peut-être que celle-ci va vous donner envie de vous lancer tout comme moi. Je l'ai fait totalement par hasard dans cette aventure incroyable qu'a été Dragon Quest XI, les combattants de la destinée. Alors pourquoi est-ce que je fais une vidéo sur Dragon Quest? Pourquoi ça sort de nulle part comme ça? Bah en fait parce que c'est mon tout premier Dragon Quest. Oui, donc je tenais à marquer le coup en faisant une vidéo, en vous décortiquant un petit peu mon aventure sur ce que j'ai pensé du jeu, autant sur son côté scénaristique que son côté visuel, musical, du lore du jeu et de pas mal de points à la fois positifs et négatifs, hein, parce qu'il n'y a pas que du positif sur mon expérience. Il y a beaucoup de trucs qui m'ont déplu. De toute façon, ça fait partie des trucs que je déteste quand je joue à ce genre de jeu vidéo. On parle bien d'un RPG en l'occurrence pour les Dragon Quest. Donc je ne vous ferai évidemment pas l'affront de vous présenter les jeux Dragon Quest, mais on va revenir un petit peu sur l'existence des jeux, hein, parce que certains d'entre vous doivent peut-être du coup connaître de loin, tout comme moi je connaissais de loin les jeux Dragon Quest, maintenant que j'en ai fait un. Alors je précise aussi, hein, comme ça c'est clair, je n'ai pas entièrement terminé le jeu. J'ai terminé le scénario principal, voilà, qu'on soit clair, j'ai bien terminé le scénario principal, j'ai vaincu le boss final Mortegor, mais je sais bien, j'ai bien compris qu'il y avait un post-game, donc je suis en plein d'ailleurs, quand je vous tourne cette vidéo, je suis en plein dans le post-game, donc ouais, je me dis que finalement c'est pas spécialement nécessaire d'aller jusqu'au bout du post-game pour vous faire cette vidéo, donc voilà, il y en a qui vont dire mais t'as pas complètement fini le jeu et tout, et puis combien de temps t'as mis à le finir, d'ailleurs on en parlera, c'est un des points négatifs du jeu, concernant le temps effectif donné pour terminer le jeu, que ce soit rien que l'histoire principale ou le 100%, d'ailleurs 100% que je ne pourrais pas finir, pour une raison, on en parlera. Donc, on va décortiquer ça en 3 petites parties. Donc le premier, ça va être l'histoire, hein, ce que j'ai pensé globalement de l'histoire, du lore, des personnages que j'ai rencontrés, de nos différents héros au final, hein, et de toute l'aventure que j'ai faite jusqu'à la fin du jeu, sans parler évidemment du véritable boss final qui a lieu dans le post-game, que j'ai pas encore fait, puisque je suis quasiment à là d'ailleurs, hein, et je m'apprête à réaffronter une deuxième fois Mortegor, j'en parlerai tout à l'heure, et puis globalement ça. En deuxième partie, ça va être plus l'aspect visuel du jeu, le fonctionnement du format RPG, ce que j'ai pensé globalement du fonctionnement des combats, du fonctionnement de téléportation dans les différentes villes, l'aspect visuel des différentes villes, les musiques de Koichi Sugiyama qu'on remercie tendrement parce que c'est pas comme si ça faisait depuis l'existence des Dragon Quest dans les années 80 que le frérot il faisait des musiques et il nous a quittés en 2021, donc il est très probable qu'on l'entende dans le prochain opus, ce qui sera son dernier puisqu'il n'est plus parmi nous, mais il est très probable qu'il ait fait les musiques pour le prochain Dragon Quest XII, qui est annoncé depuis pas loin d'un an, il me semble, Dragon Quest XII. Donc on en parlera d'ailleurs de Dragon Quest XII. Comme ça ajoutera pour la troisième et dernière partie, c'est-à-dire ma petite conclusion personnelle sur mon aventure, même si j'aurais fait globalement le tour pendant tout le long de la vidéo, mais d'avoir une petite phrase de fin sur est-ce que j'ai apprécié ou non mon aventure, et surtout est-ce que je compte faire soit le prochain Dragon Quest, donc Dragon Quest XII, soit peut-être m'intéresser aussi aux autres Dragon Quest que j'ai pas fait, parce qu'il y en a qui vont me dire mais t'as commencé par le 11, mais t'as pas fait ni le 1, ni le 2, ni le 3, t'es pas un vrai fan de Dragon Quest, j'en suis pas un, déjà, commençons par ça, je n'en suis absolument pas un, mais c'était important pour moi de me lancer au moins un jour dans ce Dragon Quest, dans cette licence, et c'était l'occasion avec un jeu récent, parce que vraiment non pas que je déteste les anciens jeux, mais je suis plus attrait à jouer à des jeux on va dire plus récents, plus beaux graphiquement, etc. Surtout avec la version dans laquelle j'ai joué, la version ultime. Et ça fera partie d'ailleurs de la première partie qu'on peut commencer ici, le lore, l'histoire. Il y a eu des ajouts, il me semble, sur cette version cette version ultime. Il y a eu quelques chapitres supplémentaires avec nos différents personnages. Donc qui on joue, qu'est-ce qu'on doit faire dans ce jeu? L'histoire est découpée en 3 actes. Le premier acte, donc c'est le début de notre aventure, on rencontre notre personnage principal, on peut lui donner un nom, d'ailleurs c'est important qu'on puisse lui donner un nom, c'est cool, même si dans les RPG on a souvent un personnage qui a déjà une histoire, qui a déjà un nom, qui a déjà... D'ailleurs ça me fait penser à Telof, l'un des derniers gros RPG auxquels j'ai joué, où notre héros, il a déjà un nom, il a déjà une histoire, et le but d'avancer c'est de connaître un petit peu ce qui lui est arrivé, etc. Ce qui n'est pas spécialement le cas ici de notre héros, qui est la réincarnation de l'éclairé. L'éclairé, c'est le héros légendaire qui a sauvé à Alrea, c'est ça le monde, il me semble, c'est ça du jeu, que je me trompe pas, que je dise pas n'importe quoi.
Et donc, l'éclairé, il a pour but de détruire l'obscur, hein, le grand méchant. Le monde est peuplé d'un nombre incroyable de monstres différents. Et on peut remercier aussi l'un des principaux, non, l'une des personnes les plus importantes quand on parle de Dragon Quest, en plus de Koichi Sugiyama aux musiques, hein, c'est surtout Akira Toriyama. Et oui, Akira Toriyama est le papa et en dessiné et en designé les personnages de Dragon Quest depuis le premier en fait, hein, depuis 1986. On sait que on est un bébé qui vient d'un pays qui a été détruit, qu'on est recueilli par un grand-père d'ailleurs. Un grand-père, bon, on vivra une enfance banale dans un village tout à fait banal. Donc on découvre qui on est et qu'on doit aller à un endroit particulier, le château d'Héliobor, où pour rencontrer le roi Cornalian, pour lui indiquer qu'on est la réincarnation de l'éclairé, parce que visiblement le roi Cornalian a à voir avec ce qui s'est passé dans la scène d'introduction du jeu, et donc en réalité, pas du tout. Le mec, il nous enferme, on est l'engeance de l'ombre, on est le grand méchant, on est celui qui doit être absolument enfermé, on doit nous exterminer parce qu'en fait, c'est à cause de nous que le mal est revenu. On n'est pas du tout celui qui sauve l'humanité, mais plus celui qui amène le mal. Donc on est directement mis en prison, notre village détruit, littéralement, hein, en donnant le nom de notre village, on leur a littéralement ouvert la porte au lieu où est-ce qu'ils se trouvent pour aller détruire le lieu où est né l'engeance de l'ombre. Alors pas du tout, on vient pas de là, mais d'ailleurs le roi Cornalion devrait le savoir, mais important d'ailleurs, pour la fin de la première partie du jeu. Dans les cachots d'Héliobor, on rencontre Eric, qui va être notre premier allié. Je suis pas spécialement fan de son style de combat, c'est un style voleur, hein, il utilise le poison, la paralysie et pas mal d'autres trucs, mais je l'ai jamais utilisé, en fait, c'est pas compliqué, je l'ai jamais utilisé de tout le jeu parce que c'est celui qui frappe le moins fort, c'est celui qui a les aptitudes les moins intéressantes de tout le jeu, donc je l'ai quasiment pas utilisé. Voilà, je suis désolé, mais je l'ai vraiment pas utilisé du tout pendant tout le jeu. À la ville de Yoto, on rencontre Serena et Veronica, qui vont être une healeuse et une utilisant la magie. Alors je préfère Serena à Veronica, pour plusieurs raisons. Veronica elle tape assez fort avec ses sorts au début, mais Serena elle apprend des sorts de soins qui sont ultra cheatés. Alors, ça égale même presque l'un des futurs héros qu'on rencontre plus tard dans l'aventure. À Chronopolis, nous rencontrons Sylvando. Ah, j'adore ce personnage. J'adore ce personnage, Sylvando. C'est pas le meilleur du jeu, mais alors évidemment, vous aurez peut-être tous compris que Sylvando, rien qu'avec sa tronche, je veux dire, c'est pas pour me moquer. Hein. J'ai rien contre ça, au contraire. Au contraire, ça donne un vent de fraîcheur au jeu. Ça apporte beaucoup de moments assez drôles, de moments de détente. C'est un personnage homosexuel. Je veux dire, il n'y a aucun problème avec ça. Au contraire, je viens de dire, au contraire, c'est prévisible à des kilomètres que ce personnage est comme ça. Je veux dire, tu le vois, avec sa manière de parler, dans les sous-titres. Je veux dire, tu le vois dans les sous-titres, il t'appelle mon chou, etc. Je veux dire, il n'y a aucun problème avec ça, tout au contraire. Et lui, pareil, il est intéressant au niveau de ses aptitudes, il est très cool. Il vous aide à vous relever quand vous vous endormez, quand vous êtes paralysé, quand vous êtes empoisonné. Il a pas mal de sorts intéressants. C'est pas celui qui tape le plus fort, mais comme il a des aptitudes qui vous sortent des problèmes de paralysie et de statut, il est intéressant à mettre sur le terrain de temps en temps, surtout que vous pouvez avoir que 4 personnages sur le terrain en même temps, mais ça sera plus dans la partie technique, dans la partie 2 de la vidéo. Restez jusqu'au bout d'ailleurs. Donc voilà pour Sylvando. Et pour ce qui est de nos deux autres héros, hein, ceux qui nous manquent au final, il s'agit de Jade et de Théo, qui sont respectivement notre sœur et notre grand-père. Voilà, c'est dit, c'est comme ça, c'est fait, c'est rapide. On les rencontre à Orthogonia pendant le tournoi d'arts martiaux qu'on remporte évidemment avec notre partenaire qui s'avère être un méchant, mais en fait non. Bref, j'entrerai pas dans tous les détails encore une fois du scénario, ce n'est pas spécialement nécessaire, outre peut-être l'histoire de chacun de nos personnages qui sont très intéressantes, surtout dans la partie du jeu, notamment avec Eric. On comprend qu'il a une petite sœur, qu'on va devoir sauver cette petite sœur. Veronica et Serena, ils ont pas grand chose à nous raconter. On sait elles viennent toutes les deux d'Arborea, mais c'est tout. Globalement, elles sont peut-être elles sont la réincarnation d'une déesse qui protégeait le premier éclairé dans le passé.
mais comme c'est pas plus développé que ça, même dans la version ultime, bah on s'en fout un peu. Sylvando, lui, il a pas grand chose à nous raconter en termes d'histoire, sauf qu'il était peut-être destiné à devenir chevalier, mais en fait, il a eu des problèmes avec son père, donc qui a aussi d'ailleurs un attrait un peu italien, voilà, je l'ai pas précisé, en plus d'être ce qu'il est. Il a un attrait aussi un peu italien puisqu'il vient de Puerto Valor, qui est une ville qui fait penser un peu à Venise, l'Italie et tout et tout. Et d'ailleurs son père a un accent, voilà, on le voit dans les sous-titres, hein, il a l'accent un peu italien et tout. Donc c'est con de pas l'avoir vu tout de suite d'ailleurs. Mais voilà, il a juste ces petits problèmes là, ces petits regrets qu'il arrivera à régler un peu plus tard dans la seconde moitié du jeu. Donc ça, aucun problème avec ça. Et puis il nous reste Jade et Théo. Alors Jade et Théo. Ça, c'est certainement l'une des plus grosses surprises du jeu. On apprend par la même occasion qu'on est le prince de Fordrasil, le pays qui a été détruit dans l'introduction du jeu, hein, le pays dont on vient, où on a réussi à s'enfuir avec notre mère et notre petite sœur. On reconnaît très rapidement Jade, hein, qui est la petite fille qui nous portait dans ses bras dans l'introduction du jeu, qui court, qu'on pense être morte, puisqu'on l'entend hurler. Et en fait, pas du tout, elle est en vie, elle est là, elle est devenue une maîtresse en arts martiaux et s'est entraînée avec son maître, hein, Théo, hein, qui est en fait, c'est pas vraiment notre petite sœur, c'est la fille du roi Cornalian, mais en même temps on la considère un peu comme notre grande sœur, et elle nous considère un petit peu comme son petit frère, hein, on peut dire ça comme ça. Elle a regretté de nous avoir laissé tomber dans la rivière, hein. C'est comme ça d'ailleurs qu'on rencontre notre grand-père, qu'on vivra notre vie, notre enfance, notre adolescence dans le village, qu'on connaît si bien, le village de Cobaltine, et c'est ce qui lancera de l'aventure d'ailleurs, donc regret pas tellement au final, même si on sait qu'il y a plusieurs attraits intéressants dans le jeu en ce qui concerne notamment Hendrik et la princesse, puisqu'il s'avère que je viens de vous le dire, c'est la fille du roi Cornalian, donc c'est la princesse du royaume d'Héliobor, hein, ça me semble plutôt logique, et Hendrik étant un chevalier d'Héliobor, vous aurez compris le lien peut-être entre les deux. Voilà. Ça, j'en dirai pas plus pour ne pas spoiler l'intégralité du scénario. Donc Théo, c'est l'ancien roi de Fordrasil, puisque c'est notre grand-père. Il était le papa de notre maman. Donc c'était à la fois l'ancien roi, notre grand-père, un peu tout au final. Donc il nous apprend, il nous montre les ruines de Fordrasil. On voit notre pays tel qu'il était, qui est maintenant plus que des ruines, qui a tout été détruit, que tout ça n'est qu'une conspiration, que on comprend pas pourquoi est-ce que tout a été détruit, pourquoi est-ce qu'on est considéré comme un méchant, etc., etc. Bon, passons au truc le plus intéressant, on va faire très vite. Je vous parlais au début de Bouboule, qu'il fallait récupérer une rouge, une bleue, une verte, une dorée, une argentée, etc. Pourquoi ? Parce qu'on doit se rendre dans un lieu spécial qui nous permettra de rejoindre l'arbre sacré, oui, l'arbre sacré qu'on voit littéralement partout dans le jeu, hein, et qui nous est montré, il faut rejoindre l'Yggdrasil, hein, vous aurez compris, l'arbre sacré qui recèle toute la vie sur ce continent et sur la terre entière, parce que le lore du jeu est intéressant aussi sur ça, c'est que l'Yggdrasil plutôt, excusez-moi, est le lieu où serait née chacune des personnes sur Terre. Chaque feuille représente une personne, chaque feuille représente une vie, et dès qu'elle tombe, ça veut dire qu'une vie s'est éteinte et une nouvelle feuille pousse, etc. Et je trouve ça intéressant, c'est mignon comme lore. D'ailleurs, Serena et Véronica en parleront d'ailleurs juste avant qu'on monte sur la plateforme nous permettant d'atteindre. Donc c'est un MacGuffin, c'est un Death Flag, c'est littéralement un Death Flag pour plus tard, parce qu'elle dit est-ce que tu penses que nos feuilles tomberont en même temps et tout, et Véronica rétorque en disant ouais, je sais pas, de toute façon t'as toujours été un petit peu à la traîne et tout mais j'espère bien que oui et tout. C'est un Death Flag. Donc on rejoint l'Yggdrasil, enfin on se dit on a enfin fini le jeu. Je veux dire, on a rejoint notre objectif de rejoindre l'Yggdrasil. On peut récupérer enfin l'épée sacrée, l'épée de lumière, l'épée ultime. Mais en fait, non. Ouh là là, vous l'aviez pas vu venir. Et non, c'est là où se termine la première partie du jeu, où nous nous faisons défoncer par Jasper, qui nous a suivis depuis le début. Le gars, il était derrière un buisson, il nous suivait comme ça. Vous avez pas vu, j'étais là. Je vous suivais depuis le début. Comment ? Va te faire foutre. C'est comme ça. C'est le scénario. Pas comprendre. D'ailleurs, comment il a réussi à nous suivre aussi, va te faire foutre. Je sais pas, hein, comment il a pu monter alors que le frérot il a des pouvoirs démoniaques. C'est pas très pratique, hein, cet arbre sacré qui ne comprend pas qu'il a un ennemi, qu'il a littéralement une force démoniaque sur lui-même ou pour se protéger ou quoi. Non, va te faire foutre.
et puis on comprend rapidement qu'en fait on s'est fait duper et que on s'est fait suivre par le roi Cornalian également, hein, qui en fait était possédé par le grand méchant du jeu, Mortegor, qui nous défonce tous la gueule, hein, en plus de prendre possession de l'épée démoniaque, enfin de l'épée sacrée, excusez-moi, de nous voler nos pouvoirs d'éclairer et de détruire tout, hein, c'est-à-dire détruire l'Yggdrasil, le faire tomber sur Terre, donc c'est l'apocalypse, etc. Et c'est là que se lance la seconde moitié du jeu, où tout est détruit, hein, tout est détruit, c'est le bordel, il y a des milliers de morts, donc voilà, on entre dans une partie sombre du jeu. Et c'est là d'ailleurs où je me permets d'ajouter ce que je vous disais tout à l'heure, que cette édition ultime rajoutait des trucs. Je n'en suis pas certain que ce soit le cas, mais il me semble que cette édition ultime rajoute quelques chapitres supplémentaires en ce qui concerne les personnages. Qu'est-ce qui sur ce qui leur arrive après que l'Yggdrasil soit tombé, après que tous nos héros soient séparés, parce qu'on est tous séparés hein, à la seconde moitié du jeu, donc on va devoir retrouver nos alliés, mais surtout, ça nous permet de comprendre où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils vivent, et qu'est-ce qui leur est arrivé, surtout après que l'Yggdrasil soit tombé. Donc qu'est-ce qui est arrivé à Eric, qu'est-ce qui est arrivé à Théo, qu'est-ce qui est arrivé à Jade, qu'est-ce qui est arrivé à Sylvando, etc., etc. Véronica et Serena, on le saura que plus tard. C'est la dernière qu'on retrouvera, hein, Serena d'ailleurs. Oula, je viens de lâcher peut-être un foreshadowing, là, je sais pas. Je suis désolé. Et ça laisse du suspense aussi sur ce qui est arrivé à notre héros. Parce qu'on sait pas ce qui est arrivé à notre héros. Il a perdu ses pouvoirs d'éclairer, etc. On n'en sait rien du tout. Donc c'est intéressant à traiter. Et puis la seconde partie du jeu, vous l'aurez très aisément compris, c'est de retrouver chacun de nos alliés, d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on va pouvoir vaincre Mortegor, puisque forcément c'est l'apocalypse de partout, l'Yggdrasil est tombé, le frérot il a obtenu tous les pouvoirs qu'il espérait, donc il est devenu le maître absolu sur le monde. Donc on constate avec non pas dégoût, mais oui, avec dégoût, mais aussi avec tristesse, ce qui est arrivé en partie à cause de nous, puisque on est indirectement responsable de cette situation, histoire de juste récupérer les bouboules, de récupérer nos alliés, de récupérer une arme surcheatée, de trouver un moyen de rejoindre l'endroit où se trouve Mortegor, d'en découvrir un peu plus sur notre pays, sur la corruption qui est arrivée dans notre pays, sur ce qui s'est réellement passé, de retrouver également nos amis, puisque on savait pas ce qui était arrivé depuis ce jour de la destruction de notre village de Cobaltine. On savait que tous les habitants avaient disparu, on savait pas où est-ce qu'ils étaient passés. On se confronte aussi au roi Cornalian, puisqu'on savait qu'il était possédé par Mortegor, donc il y a des concessions à faire sur Hendrik également, parce qu'on se rend... Jasper était un méchant, je vous l'ai dit, mais Hendrik, lui, il est tout autre, au contraire, il a tout fait pour maintenir l'ordre et la paix dans le pays le plus longtemps possible, donc il rejoint plus tard notre groupe. Comment dire, on se confronte du coup au roi Cornalian qui évidemment ne peut rien faire d'autre que de s'excuser de ce qui est arrivé, hein, puisqu'il nous a littéralement pourchassé, il a lancé ses différents soldats à notre poursuite pendant les 15 premières heures du jeu, ou les 20 premières heures, encore ça dépend à quelle vitesse vous allez, mais voilà, pendant la première moitié du jeu il nous a couru après et tout, donc forcément il y a des concessions à faire sur ce qui est arrivé, et donc évidemment d'aller forger une nouvelle épée sacrée, puisque cette dernière a été possédée par Mortegor, donc on n'a pas trop le choix, donc le lore s'étend un petit peu sur l'existence de l'ancien héros, de retracer les aventures de l'ancien héros. On nous laisse d'ailleurs un petit foreshadowing aussi sur le véritable méchant de fin du jeu, hein, avec une espèce de petite bestiole noire avec une bouboule rouge, une bouboule très grosse, hein, que Mortegor finit par détruire, donc on comprend que ça aura peut-être une importance après, mais ça en aura une dans le post-game, mais je peux pas trop vous dire, parce que j'en suis pas encore là, hein. J'en suis quasiment là, mais j'ai pas encore atteint la vraie fin finale du jeu. J'ai atteint la première fin, mais pas la deuxième encore, donc je ne m'étendrai pas là-dessus. Le post-game servira à retourner dans le passé, effacer tout ce qu'on a fait, littéralement, on efface tout ce qu'on a fait, donc au revoir, toute la progression de tous nos personnages reviennent de... si vous avez monté vos persos niveau 70 pour combattre le boss final, vos persos reviennent au niveau 30. Voilà, ça fout le somme, surtout que j'ai passé des heures et des heures à farmer, et c'est parfait pour passer à la seconde moitié de cette vidéo, c'est-à-dire le fonctionnement de l'univers du RPG. Bon, il y a un petit truc que j'ai oublié de dire, mais je peux l'ajouter comme ça, c'est par rapport à notre héros. Notre héros est une porte de prison. Notre héros ne ressent aucune émotion. Notre héros est un bâton de ficello. Notre héros, si tu le vois sourire 2 fois dans le jeu, il pleure jamais.
à part aller faire la gueule, c'est tout ce qu'il fait. Comme je vous le dis, il sourit quasiment jamais. À la mort de Véronica ou à la mort de certains personnages, puisque je vous l'ai dit, hein, avec l'Yggdrasil qui est tombé, c'est l'apocalypse partout. Donc on constate avec stupéfaction et horreur tout ce qui s'est passé et tout. Notre héros n'a pas l'air de ressentir quoi que ce soit, même à la mort de la reine de Nautica, hein, la reine des sirènes, etc. Il ressent pas grand chose, en tout cas, on n'a pas l'impression que le héros soit touché par ce qui lui arrive, alors que le frérot, c'est lui qui subit le plus de trucs. En fait, c'est littéralement lui qui subit le plus de... C'est le héros qui subit le plus de drama dans sa vie et qui voit le plus d'horreur, en fait. Et on n'a pas l'impression que notre héros soit touché par ça. Alors tu le vois peut-être vite fait, genre mettre la main devant les yeux en mode il vient de pleurer et tout, mais tu le ressens pas. Tu ressens pas d'émotion, tu ressens pas d'empathie chez lui, tu ressens pas de colère, tu ressens pas grand chose en fait chez notre héros, et ça c'est bien dommage. C'est bien un attrait, l'un des plus négatifs du jeu. Et ça permet du coup de passer à la seconde moitié avec la carte, les différentes villes, l'aspect visuel de ce Dragon Quest 11 qui, on va pas se mentir, est pas spécialement dégueulasse, hein, c'est pas un jeu qui est ultra moche. Le fonctionnement des systèmes de combat, les musiques, etc., etc. Les musiques de Sugiyama, tiens, parlons-en vite fait. Eh ben, il y a pas mal de qualités et aussi pas mal de défauts. Bon, je connais pas toute sa longue carrière, même s'il n'est plus parmi nous aujourd'hui, mais enregistré avec le Tokyo Philharmonic Orchestra, ses musiques sont vraiment géniales, mais c'est bien dommage quand même qu'il y ait tout le temps les mêmes musiques dans les villes, qu'il y ait toujours la même musique sur la carte principale, que la musique de combat, pareil, il y en a 2 dans le jeu. Voilà, c'est cool, c'est très très cool, les musiques orchestrales et tout, j'adore. D'ailleurs, je sais qu'on peut switcher entre 2 types de musique, les musiques de ce Dragon Quest 11 et les musiques de Dragon Quest 5, il me semble, hein, si je peux me tromper. Et aussi d'ailleurs, et c'est parfait pour faire une transition aussi avec ça, c'est que le jeu te propose aussi de jouer en 2D. Et ça c'est très cool pour les fans des anciens Dragon Quest qui sont pas forcément fans de passer à ce style 3D, parce qu'il faut savoir que le jeu c'est l'un des premiers Dragon Quest en 3D. Moi qui connaissais pas Dragon Quest, c'est d'ailleurs un des attraits qui m'a fait me lancer dans ce 11, c'est que le jeu était en 3D, le jeu est beau. Le jeu a de superbes environnements, c'est pas le plus beau jeu qui existe. Heureusement avec la PS5 aussi, on diminue drastiquement les temps de chargement entre les différentes zones, parce que c'est pas un monde ouvert. À proprement parler, c'en est un, mais comme le jeu se découpe en plusieurs zones, on peut voler, on peut prendre le bateau pour faire tout le tour de la carte est pas immense. Il y a des belles villes à visiter, hein, dans un aspect très Japon, dans un aspect très Heroic Fantasy, il y a beaucoup d'environnements différents, des montagnes, un désert, etc. Il y a tout ce qu'il faut au final, hein. Il y a absolument tout ce qu'il faut pour combler les fans de RPG. Comme je vous l'ai dit, le bestiaire de monstres est sympathique, il y a tous les monstres qu'on reconnaît dans un Dragon Quest, les gluants, les monstres volants, les dragons, les machins, les lézards, il y en a pour tout le monde. Encore une fois, les designs de Toriyama sont très jolis sur ça. En ce qui concerne le lore du jeu, c'est pas mal du tout. Franchement, j'en ai déjà suffisamment parlé dans la première partie, mais le lore est quand même pas mal cool. Il y a pas mal de zones à visiter, il y a pas mal de PNJ à qui parler, il y a pas mal de quêtes secondaires à faire, même si j'en ai pas fait une seule, parce que ça m'intéresse pas. Moi, j'ai vraiment foncé sur la quête principale. Et maintenant, l'un des plus gros attraits, l'un des attraits qui est... Pour moi, je n'aime pas, je vous le cache pas, c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle je joue pas souvent à des RPG, c'est le fonctionnement des combats, de l'XP, des équipements, etc. Alors j'en parle rapidement. Les Dragon Quest, comme la plupart des RPG, sont des jeux au tour par tour, hein, et surtout des jeux où on vous oblige à monter de niveau. Pourquoi on vous oblige à monter de niveau? Pourquoi est-ce qu'on vous oblige également à soit utiliser ce qu'ils appellent la transforge, hein, qui vous permettent de forger des armes, des colliers, des armures, des épées, des lances, des machins, parce que chaque personnage a son propre style de combat, au poing, aux griffes d'acier, aux lances, à la canne, au bâton, au bouclier, à l'épée à une main, à 2 mains, au fouet, à pas mal d'autres trucs. Donc il y en a pour tout le monde, hein, et c'est parfait pour pour parler des arbres de compétences qui sont pareils, qui sont gigantesques. À chaque fois que vous montez de niveau, vous obtenez des points de compétences qui vous permettent de développer ce qu'ils appellent l'hexagramme, hein, c'est littéralement votre arbre de compétences, hein. Vous obtenez des compétences en montant de niveau, mais aussi en les débloquant dans l'arbre de compétences, qui seront 10 fois plus puissantes que celles que vous obtenez en montant de level au fur et à mesure. Le farming.
le farming, c'est un truc que je déteste dans les RPG. Pourquoi? Parce que dans ce type de jeu où vous avez un niveau, à un moment donné, vous vous retrouverez confronté à un ennemi qui sera beaucoup plus fort que vous, ce qui vous obligera à revenir en arrière et à farmer. Je déteste ce genre de jeu qui te bloque dans ta quête principale quand tu n'es pas assez haut niveau. Surtout que ce Dragon Quest XI ne montre en aucun cas quel est le niveau des ennemis. Donc tu ne sais pas où est-ce que tu es par rapport à l'ennemi, si tu es assez fort, pas assez fort, combien de niveaux as-tu de retard. Les ennemis n'ont pas non plus de barre de vie, donc tu ne sais pas quand est-ce que tu vas réussir à le battre, combien est-ce qu'il lui reste de vie, est-ce qu'il lui reste 50%, est-ce qu'il lui reste 20%, tu n'en sais rien. Le seul truc qui peut te donner cette indication, c'est quand son logo passe au orange, voire quasiment au rouge, et tu sais donc quand il passe au orange, t'as dépassé les 50%. Mais sinon c'est tout, il n'y a pas de barre de vie, tu sais pas quel est le niveau de ton adversaire, tu sais pas. Il y a des fois où j'en ai chié contre un boss, ou parfois même d'ailleurs la solution, parce que j'ai été checké 2-3 fois la solution, oui je sais, il y en a qui vont me dire ouais tu utilises encore les solutions en 2023, bah t'es un mauvais gamer et tout, j'en ai rien à foutre. Surtout que le jeu en plus ne t'indique, parfois le jeu t'indique où est-ce qu'il faut que tu ailles, parfois non, parfois c'est juste hey, tu veux trouver tes compagnons, hey, tu veux trouver un endroit, t'as ta bite et ton couteau, débrouille-toi mon gars. Et moi je déteste ça. Je veux dire, c'est quand même pas compliqué de soit t'offrir un PNJ qui te donne des indications, soit te mettre des points d'intérêt sur la carte. Alors oui, mais tu vas me dire, oui, mais le jeu t'assiste et tout, mais c'est ça le but en fait. Je veux dire, quand t'es dans un RPG, t'es quand même censé savoir où est-ce que tu vas. Sinon, à quoi ça sert de te balader juste sur la carte pour rien? Alors tu finiras bien par trouver en te baladant sur la carte, c'est pas le sujet, mais ça sert à rien de perdre 10 heures ou 20 heures de jeu à juste te balader pour rien. Alors certes, tu peux gagner ce temps-là à farmer, à monter de niveau, à changer d'équipement, à forger des nouvelles armes pour ensuite pouvoir les retravailler avec des points de perfectionnisme, ce qui permet du coup de monter certaines armes plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, etc. etc. donc de les rendre plus puissantes, surtout que parfois les armes de la Transforge sont plus intéressantes que celles achetées en boutique, tout comme les armures, les bagues, les colliers, etc. Et il y a les différentes tenues qu'on obtient plus tard dans le jeu, mais ça c'est attrait à chaque personnage. Donc forcément, je trouve ça ridicule. Franchement, je déteste ça, je déteste quand le jeu m'a bloqué. À un moment donné, j'étais niveau 42, j'arrive à battre un boss sans aucune difficulté. J'ai roulé sur les 2-3 avant-derniers boss, avant d'affronter le premier face au château du roi démon. Quand vous arrivez face aux portes du château de la forteresse de l'effroi, vous affrontez un boss qui vous empêche d'entrer, en fait vous devez le battre pour pouvoir entrer dedans. J'ai battu sans aucune difficulté les 2 boss précédents, je veux dire j'ai roulé sur les 2 boss précédents, et celui-ci m'a pété le cul. C'est n'importe quoi, je trouve qu'il y a un mauvais équilibre des boss qui fait que non seulement tu connais pas leur niveau, donc tu sais pas à quel point t'es en retard, ni si t'es en avance, mais surtout l'équilibre entre les boss, et c'est du grand n'importe quoi. J'ai eu incroyablement du mal face à lui, alors que sur le boss d'après, qui est donc Jasper, qui est donc on va dire, c'est littéralement l'avant-dernier, c'est le mini-boss du château de l'effroi. C'est littéralement le mini-boss du château de l'effroi, juste après celui qui vous empêche d'entrer et qui vous bloque les portes. C'est le mini-boss juste avant le boss final. Et celui-ci, trop facile. Littéralement, il était trop facile. En 3-4 coups, vous utilisez une épée à 2 mains, qui est l'arme la plus forte du jeu. Oui, elle est plus forte que l'épée sacrée. Oui, elle est plus forte que l'épée de lumière. Une épée à 2 mains est plus forte que l'épée sacrée. Alors que l'épée sacrée devrait être l'arme la plus cheatée du jeu. C'est pas le cas. Pas ça foutre. On se fait chier à forger une épée qu'on n'utilise pas parce qu'elle est moins puissante qu'une épée à 2 mains. Ok. Et en plus, les compétences d'épée à 2 mains sont plus fortes que celles d'une épée à 1 main. Voilà, c'est juste ça, hein, c'est juste, je dis ça comme ça, c'est gratos. Mais bon voilà, vous voyez qu'il y a pas mal de choses qui m'ont pas forcément plu dans ce Dragon Quest XI, et ça fonctionne pour tous les RPG. Hein. Le jeu est pas spécialement difficile, je vous cache pas. Il y a pas mal de zones qui vous offrent pas mal d'XP, il y a pas mal de monstres aussi, en se renseignant un minimum sur les lieux où on peut farmer des monstres et obtenir le plus d'XP possible et tout. Surtout dans la dernière partie du jeu, juste avant d'affronter le boss final, il y a pas mal de zones à visiter. Il y a une zone qui vous offre la possibilité d'avoir des monstres de métal, qui vous offrent 20 000, 30 000, 50 000, 200 000 d'XP. Donc, avec un peu de chance, parce que oui c'est que de la chance pour le coup, vous arriverez à battre ces monstres là et à monter de niveau assez rapidement, mais il faut de la patience. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'aime pas ça, c'est que le jeu te bloque à un endroit et t'es obligé de revenir en arrière pour farmer. Je déteste ça.
perdre mon temps à devoir monter de niveau pour pouvoir avancer dans le jeu. C'est d'ailleurs pour ça que dans un autre jeu, je vous en parlais tout à l'heure avec Tale of Arise, j'ai mis le jeu en facile. J'ai mis le jeu en facile parce qu'à un moment donné, quand t'es niveau 40-50 mais que tu te fais quand même poutrer par n'importe quel putain de mob dans la zone finale, parce que chacun des mobs dans la zone finale est un mini-boss à lui tout seul, donc tu te fais soulever le cul, donc ça prendrait 30 heures pour arriver jusqu'au boss final, c'est bon, j'ai pas que ça à foutre, moi j'ai envie de finir le jeu. Et ce Dragon Quest 11 n'est pas spécialement difficile parce qu'en plus, le jeu ne te propose jamais, il n'y a aucune option qui te propose de mettre le jeu en facile, en moyen, en difficile. Le jeu a une difficulté donnée dès le début, tu peux pas modifier cette difficulté. Et c'est très bien parce que c'est censé équilibrer, c'est censé être entre le facile, le moyen, le difficile, l'ultra hardcore, etc. J'ai aucune idée si on recommence une partie, on peut pas mettre en difficile. Je ne sais pas, j'ai pas essayé. Mais ça a des qualités et ça a des défauts. Voilà. Après, on apprécie pas, c'est chacun comme on veut, surtout que le jeu est beau, donc forcément, encore une fois, je le disais, avec le lore, ça pousse à l'exploration, à aller chercher pas mal d'items, de trouver des items cheatés, de pouvoir les reforger, etc. Donc, il n'y a aucune excuse de ne pas avoir de bon stuff, etc. Mais c'est vraiment le niveau qui prêche, parce que parfois, il y a des mobs qui vous one-shot sans aucune pression. Surtout que la Solus est ultra méchante en plus, elle te dit pas le niveau qu'il faut que tu aies au minimum pour affronter certains mobs, mais en plus ils te disent hey, et si vous vous faites one shot par ce monstre, c'est que vous n'êtes certainement pas assez haut niveau. Sans blague, j'avais pas remarqué. Surtout qu'il y a certains mobs où j'ai vraiment certains boss, j'ai dû recommencer 10 fois. Genre le ver de l'âme. Vous savez, hein, celui qui possédait notre père, le chevalier, dans les catacombes du château. Hein? Vous savez à quel point j'ai galéré, à quel point j'ai ragé, à quel point la manette a failli finir 10 fois dans la télé? Non, vous le savez pas, parce que c'est pas vous qui avez joué. Voilà. Je pense que c'est sur ça qu'on va s'arrêter. Donc, petite conclusion, bah, c'est un très bon jeu. Sincèrement, j'ai passé un bon moment. Le lore est sympa. Il y a pas mal de cinématiques qui sont touchantes. Voilà, il y a des cinématiques très sympathiques. Il y a très peu de différence d'ailleurs entre les cinématiques vraiment cinématiques et le moteur du jeu qui est fait sur Unreal Engine 4, il me semble. Donc, ça serait sympa d'ailleurs que Dragon Quest 12 soit fait sur Unreal Engine 5. Ça serait pas mal. Il me semble que ce sera le cas d'ailleurs. Hein. Mais est-ce que ça va me pousser d'ailleurs à jouer à d'anciens Dragon Quest ou à essayer ce futur Dragon Quest 12? Il y a des chances que je joue à Dragon Quest 12. Ouais, il y a des chances. Il y a énormément de chances que j'achète Dragon Quest 12. Parce que même si je déteste le style RPG et tout, ça m'empêche pas d'y jouer. Je veux dire, j'ai joué à plusieurs Tale of qui sont pareils, qui sont des RPG à monter de niveau, à farmer, etc. Ça m'a pas empêché de finir ces jeux. Même si je rage, on va dire que le lore prend le dessus sur le fonctionnement du jeu, sur les personnages prennent aussi le dessus, parce que les personnages sont attachants, les personnages sont sympathiques, même pas mal de persos secondaires qui sont intéressants à suivre, qui sont marrants, qui sont... Voilà, il y a pas mal de personnages qui meurent, je vous le disais, mais heureusement qu'on peut corriger ça avec le post-game, qui n'est pas obligatoire. Le post-game n'est pas obligatoire, c'est pour ça d'ailleurs que je m'attarde pas sur le post-game, parce que comme ce n'est pas obligatoire, le jeu ne vous pousse pas... Le jeu vous pousse pas à le faire. Le jeu en plus vous pose 2 fois la question. Votre décision est-elle prise? Oui. Est-elle irrévocable? Oui. Vous cliquez 2 fois sur oui, donc c'est vous qui prenez la décision de le faire. Donc le jeu vous force pas. Le jeu ne vous force pas à revenir en arrière. Donc vous pouvez très bien vous arrêter là et pas faire le post-game. Ça s'appelle post-game, ça s'appelle après le scénario principal. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Voilà, donc... je trouve que ça tire un petit peu en longueur le scénario, qui d'ailleurs, c'est parfait pour ajouter ça en conclusion aussi, c'est que il y a certains sites, énormément d'ailleurs, les développeurs, la société qui vend le jeu, les distributeurs et tout, ils annoncent très souvent, ça se fait encore aujourd'hui, alors je ne comprends pas pourquoi, ça sert à rien maintenant de parler de ce genre de truc, ils annoncent le temps de jeu minimum qu'il faut pour finir un jeu. C'est-à-dire qu'ils donnent un temps minimum, en l'occurrence pour ce Dragon Quest 11, ils annonçaient 50 heures de temps de jeu pour finir rien que le scénario principal. Je suis à 34 heures de jeu, j'ai fini le scénario principal, je suis dans le post-game. Au plus tard, même en farmant un petit peu pour remonter le niveau de mes personnages, je dépasserai à peine les 40 heures. Donc, c'est ridicule maintenant de donner un temps approximatif pour terminer un jeu,
surtout que chacun termine le jeu à son rythme. J'ai vu des blogs, oui, c'est parce que oui, j'ai été voir sur pas mal de blogs, des gens qui disaient mais moi j'ai récupéré après, j'ai à peine récupéré Eric, je suis déjà à 15 heures de jeu, moi j'ai à peine récupéré le 3e héros, donc Sylvando, donc le 4e en l'occurrence, parce qu'il y a Serena et Veronica qui sont 2. Donc le 4e héros, voilà, je suis à peine à 10 heures de jeu, donc voilà. Il faut arrêter de donner des temps approximatifs pour terminer un jeu, surtout que chacun avance à son rythme. Il y en a un qui va arriver au boss final contre Mortegor avant même le post-game à 200 heures de jeu. Voilà, je trouve ça ridicule de donner des temps. Alors, il y a des temps qui sont corrects. Il y a pas mal de jeux aujourd'hui qui annoncent 20 heures ou 30 heures, et ces 20 ou 30 heures sont faisables en ligne droite. Ça, je suis tout à fait d'accord. L'un des derniers en date où j'avais regardé combien de temps il fallait pour le finir et à combien de temps moi je l'ai fini, c'était exactement le temps donné. En l'occurrence, c'était The Last of Us 2. Je me rappelle très bien, ils avaient annoncé à peu près une vingtaine d'heures de jeu pour le terminer. Je l'ai terminé avec 19 heures. Donc j'étais parfaitement dans les temps, en explorant un petit peu et tout. Hein. Je veux dire, j'ai fait le scénario principal, j'ai pas été exploré partout dans la carte pour trouver tous les objets et tout. J'ai exploré un petit peu, et j'ai tenu les 19h40 de jeu pour une annonce de 20 heures. Donc j'ai très bien tenu le coche. Donc là j'étais content, je me suis dit ok, les développeurs se sont pas foutus de notre gueule, sauf que pour des RPG c'est encore différent. Les RPG ça pousse à l'exploration, je vous disais le lore, la carte est quand même assez grande, il y a pas mal de zones, de petites salles à visiter, d'items à récupérer, donc il faut arrêter sur les RPG de donner des temps. Parce que chacun avance à son rythme, chacun va peut-être, avant même d'aller à récupérer Eric, avant même d'aller au château d'Héliobor au tout début du jeu, certains vont explorer tout le début de la carte, chercher le moindre détail, le moindre item, le moindre machin, avant d'aller faire le scénario principal. Il y en a qui vont laisser le principal de côté pour faire que le secondaire. Donc, c'est ridicule de se plancher uniquement sur donner un temps minimum pour finir un jeu alors que chacun avance à son rythme. Faut arrêter ça. C'est ridicule et ça n'a plus aucun sens. Surtout sur les RPG. Maintenant, pour les autres jeux, chacun fait comme il veut. Mais voilà, ça c'était juste mon point de vue personnel. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo sur Dragon Quest 11. N'hésitez pas à me dire si vous avez éventuellement joué au jeu, si ça vous a donné envie d'y jouer, même si j'ai spoil des trucs. Hein. Voilà, je veux dire, je l'ai fait, donc je suis là aussi. Bah, cette vidéo était surtout pour les gens qui ont joué à Dragon Quest 11 et qui voulaient mon avis. Mais voilà, en tout cas, c'était une bonne expérience. Je tenterai bien Dragon Quest 12 le jour où il sortira. Est-ce que j'aurai envie de jouer aux anciens Dragon Quest? Honnêtement, je sais pas. Parce que, comme je vous le disais, ce Dragon Quest 11 est quand même dans une nouvelle ère, avec cette 3D, même si les anciens Dragon Quest sont pas spécialement mauvais non plus. Je me rappelle avoir joué à un vieux Dragon Quest sur DS à l'époque et tout. Mais j'avais pas du tout accroché au système de jeu et tout. Mais voilà, est-ce que je suis peut-être trop vieux pour ça? Est-ce que je n'accroche plus aujourd'hui qu'à des jeux en 3D et je ne fonctionne plus dans le 2D? Peut-être bien que je suis trop vieux pour jouer à des jeux 2D. Alors, j'ai que 23 ans, attention, j'ai pas l'intention de me considérer comme un grand-père, mais vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Je suis pas un adepte des jeux 2D. Je le suis moins en tout cas aujourd'hui, et peut-être que Dragon Quest en fait partie. Je suis moins adepte à vouloir jouer à un Dragon Quest en 2D. Maintenant que j'ai joué à ce Dragon Quest 11, je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, merci à tous et rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde, bye.